Et là encore, je me dis, le dénouement qu'il donne au fait qu'il soit en difficulté à un moment donné dans sa vie, ça colle pas avec tout ça. Il manque quelque chose en fait. Et vous allez voir que cette petite intuition de il y a quelque chose qui colle pas, ça m'a mené à me poser pas mal de questions. Donc là, je vais vous parler de la thèse de Carl Zero, qui a sorti un numéro de l'envers du décor, non, l'envers des enquêtes, pardon, pas du décor, parce que c'est pas un décor, c'est la vraie vie, ça. Euh, et lui, dans son numéro, avec deux autres journalistes, ils interrogent la secte maternelle comme étant à l'origine du passage à l'acte meurtrier. Donc là, on se posait la question, est-ce qu'on est dans un chapitre du Da Vinci Code de Dan Brown, où, je vous le rappelle, on a un camerlingue qui en réalité est un des pires ennemis de la foi, qui se masque. En gros, la question, c'est y a-t-il un loup ou des loups sociopathes qui avanceraient déguisés en agneaux et rassureraient leur conscience par des explications mystiques qui ne tiennent pas la route, hein, quel que soit le positionnement qu'on ait par rapport à la théologie sur ce point, ça tiendrait pas la route. Euh, et c'est d'autant plus étrange quand on sent la force de vie qui animait cette famille d'aristocrates du XXIe siècle, quoi. Donc, peut-être que effectivement, on est dans un chapitre d'une histoire qu'aurait pu inventer Dan Brown, en fait. Donc, Carl Zero, dans L'envers des affaires, il commence son article en rappelant que le diable se cache dans les détails. Donc, je vais vous faire un inventaire à la Prévert des détails qui interrogent, enfin qui m'interrogent dans cette affaire. Le premier, c'est la façon dont la famille a été ensevelie, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Qu'est-ce que ça révèle sur le ou les coupables? Franchement, bon bah ok, la presse a relayé tout ça, de la méthode, du respect, de la religiosité, etc., etc., etc. Mais il y a quelque chose, moi qui me chiffonne quand même. C'est ce que je vous expliquais en début de cette vidéo. Euh, un autre détail où je me suis posé des questions, c'est qui est cette personne qui avertit la police? Pourquoi elle les avertit? Qu'est-ce qu'elle leur a donné comme explication? Et est-ce que c'est vraiment cohérent quand on habite une grande ville comme Nantes? Parce que c'est vrai que dans les grandes villes, qui appelle la police quand il ne voit pas ses voisins au bout de 4-5 jours? Au XXIe siècle. Personne ne fait ça en fait, hein. On m'aurait dit dans un petit village de Corrèze, je veux bien, mais là, je veux dire, dans une ville comme Nantes, moi ça m'interroge quoi. Je me dis, mais pourquoi elle appelle? Qu'est-ce qui. Donc elle aurait parlé d'aller et venue où ils portent des gravats et tout, donc peut-être qu'elle était un petit peu paranoïaque et que heureusement ça a permis de comprendre qu'il se passait vraiment quelque chose de pas très net, mais c'est vrai que c'est quand même une question qu'on peut se poser, quoi. Des fois, les gens, on voit des gens esselés qui sont découverts, je sais pas combien de mois après leur décès dans leur appartement, par exemple. Donc, moi, ça m'interroge. Autre détail qui m'interroge, comment un homme peut-il être aussi en proie aux doutes théologiques et aussi certain dans l'échappatoire morbide qu'il décide de mettre en œuvre? Je me dis psychologiquement, il y a un truc qui cloche. Voilà, parce que il a été relayé dans les reportages qui ont été faits sur cette question, que le doute qu'il traversait dans son cheminement spirituel et au plus profond de sa foi, il était mais d'une intensité extraordinaire, hein. Quand on voit ce qu'il écrit, le type, on se dit waouh, il n'allait pas bien du tout là quand même. Donc le doute, c'est un gouffre hein, pour quelqu'un qui est croyant. Et comment il a pu être happé par un gouffre aussi béant et à la fois aussi radical dans l'échappatoire qu'il tranche. Entre le doute et la radicalité de la solution, il y a quelque chose qui dérange, je trouve.
Autre détail, alors c'est pas un détail, hein, c'est plutôt une protagoniste, la maîtresse de Xavier Dupont de Ligonnès attendait-elle autre chose de lui qu'un remboursement de dette? Parce qu'effectivement, là on est en 2011, crise économique en 2008 quand même, donc crise des subprimes en 2008, faut recadrer ça aussi. 3 ans après, la vague, elle se fait encore ressentir aux États-Unis et en Europe. C'est toujours un décalage. Donc, quand on est en mesure de prêter plusieurs milliers d'euros à quelqu'un en pleine crise économique, est-ce que on n'a pas un statut social qui permet de se passer de cette somme en fait? Et la question d'un autre mobile derrière celui-là interroge aussi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis posé comme question. Sur le physique de Xavier Dupont de Ligonnès, je trouve aussi que il n'a pas le physique d'un dandy des temps modernes. Enfin, c'est plutôt quelqu'un qui s'habille même. Enfin, c'est pas. Je vais pas faire la police du style ici, c'est pas l'idée. Mais on voit que l'esthétique, c'est pas sa priorité, quoi, quand même, hein. Il est plutôt parfois à la cool, même limite, il pourrait faire penser à un Texan qui sort de son ranch, quoi. Donc, non pas que ça n'ait pas de style, mais je veux dire, c'est quand même un style qui met en avant un côté assez simple et pas dans une esthétique de dandy des temps modernes. Euh, donc voilà, donc ce côté simple dans son apparence, là aussi je me dis, ça colle pas avec quelqu'un qui se dirait, mon Dieu, tout est fini parce que j'ai une faillite professionnelle. Si tu es capable de sortir habillé avec une chemise par passé et des Santiago, euh, logiquement, tu as un rapport quand même au matérialisme qui est quand même pas hyper exacerbé, quoi. Voilà ce que je me dis. Et est-ce que ça colle avec le fait de se dire je vais commettre un crime parce que un changement de train de vie, ça m'est insupportable? Hum, Pas vraiment. Il n'a pas le profil d'un braqueur de banque qui, lui, une vie pour de l'argent, c'est pas un souci. Donc voilà, c'est assez étrange. Là encore, quelque chose ne colle pas. Est-ce que ce quelque chose permettrait de résoudre ce mystère? Bon, clairement, je partage l'intuition de Carl Zero sur ce point, en ce que ce catholicisme coupé de l'universalité, alors que l'étymologie même hein, du mot catholicos, c'est l'universalité. Donc ce catholicisme c'est carré de l'universalité qui est quand même son essence. Moi, je me dis, ça colle pas déjà à la base avec, d'un point de vue théologique, il y a quelque chose de déconnant pour moi là-dedans. Donc, c'est peut-être un élément vraiment clé dans cette sombre histoire. Pour finir, j'ai aussi remarqué un détail qui en réalité n'en est pas un et qui interroge l'appartenance à la vieille noblesse française et le train de vie moderne de cette famille. euh, Ne donnerait-il pas à certains une raison de pousser au crime ou carrément de le commettre? C'est une question qu'il faut se poser quand on voit ce genre d'affaires, je trouve. Bon, je vais arrêter là pour les questions et les re-questions et les détails. Mais voilà, parce que là, on va basculer dans un récit qui serait digne de Dan Brown. Mais voilà ce que je voulais dire sur cette affaire, cette tragédie familiale et qu'ils reposent tous en paix. C'était Laurie Dubois dans la chronique judiciaire de Les sommes de toutes les peurs. À bientôt.